Allez. Bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver après ces moments de vacances. Grand Angle reprend ses droits sur la télévision nationale. Nous vous sommes très reconnaissants pour la fidélité que vous avez accordée à cette émission. Et même durant les vacances, on a cessé d'être appelé par vous pour solliciter la reprise de cette émission. Nous sommes très heureux de vous annoncer que Grand Angle reprend ce lundi ses droits sur la télévision nationale. Et vous pouvez nous suivre sur les canaux Grand Angle en direct sur l'application RTG officielle, sur notre page Facebook et la chaîne YouTube Grand Angle. Vous pouvez également nous écrire directement sur notre page Grand Angle RTG Koloma@gmail.com. Ceux qui ont des messages, vous pouvez nous les envoyer au 627 53 09 99. Je rappelle que ce numéro est exclusivement destiné pour les numéros. Au menu de ce numéro, le premier de la saison, le référendum du 21 septembre prochain, premier grand pas de la Guinée vers le retour à l'ordre constitutionnel. La campagne référendaire bat son plein sur le terrain. La distribution des cartes d'électeurs aussi se poursuit avec beaucoup d'engouement. Quelles sont les dispositions techniques prises pour un déroulement correct du scrutin et où en est-on avec la distribution des cartes d'électeurs? Quel est l'état des lieux dans les régions, les communes, les préfectures et les sous-préfectures? Pour répondre à ces questions, Grand Angle a invité Mme Djenab Touré. Elle est la directrice générale de la Direction générale des élections. Elle sera sur ce plateau dans la deuxième partie de ce premier numéro de Grand Angle de la saison. Et puis, le focus, nous parlerons du report de l'ouverture des classes initialement prévues pour le 15 septembre. Le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation a finalement fixé la date de retour à l'école pour les élèves du préuniversitaire au 6 octobre prochain. Que s'est-il passé entre le 15 septembre et le 6 octobre? On en parle avec nos chroniqueurs. Je commence par recevoir pour ce premier numéro Safiatou Kondé. Safiatou Kondé, bonsoir. Bonsoir David. Bienvenue. Vous nous avez beaucoup manqué. Un très grand plaisir de te retrouver sur ce plateau. Merci beaucoup. Et vous avez manqué aux téléspectateurs aussi. Je le sais. Après 2 mois de pause, oui, il était temps qu'on se retrouve et retrouver nos chers téléspectateurs pour nous retrouver ensemble et décortiquer l'actualité guinéenne. L'actualité guinéenne. Je suis très heureuse de te retrouver, David. David. Merci beaucoup, Safiatou, avec le sourire qui m'a beaucoup manqué. J'espère que vous êtes bien ressourcés. Très bien. Très bien. Pour le bien des téléspectateurs. Pour le bien des téléspectateurs. Mamadou Alimou, aux soirées également de Mali à Conakry. On a tourné un peu en Guinée. Mamadou Alimou, bonsoir et bienvenue. 520 km de Mali à Conakry. Bonjour David Yombounou. Merci Bonjour beaucoup. Fidèles téléspectateurs de la télévision nationale. Et j'espère que vous vous êtes bien ressourcés aussi. Très bien, très bien. Dieu merci. Alhamdulillah, nos téléspectateurs nous manquaient. Nous sommes revenus pour les servir car c'est notre mission. C'est notre mission. Il y a celui-là qui n'a pas parcouru une grande distance. Il est à 100 km de la capitale Conakry. Idrissa Cissé, bonsoir et bienvenue pour la reprise de l'émission Grand Angle. Oui, bonsoir David Yombouno. Pour Oui. celui qui connaît bien la situation géographique du pays, Forcaria n'est pas trop loin de Conakry. Oui. Et je suis très ravi de retrouver cette salle. C'est vrai, il faut l'avouer, cette salle m'avait trop manqué. Vos têtes m'ont trop manqué. Tout à fait. C'est un plaisir de vous retrouver. Ok. Il y a également Mamadou Saliou Oba, l'architecte de cette émission Grand Angle sur la télévision nationale. Salut, bonsoir et bienvenue. Bonsoir David et bonsoir aux téléspectateurs. Vous m'avez beaucoup manqué, hein? Oui, vous nous avez aussi beaucoup manqué. Les téléspectateurs nous ont beaucoup manqué. Oui. Mais la pause était nécessaire. C'était une pause pour revenir afin de mieux encore donner le maximum pour les téléspectateurs. Donner le maximum et puis voilà. Donc on est de retour, on est en forme, on est prêt à servir les téléspectateurs. Voilà donc ce qu'on pouvait dire par rapport à ce plateau. Dans un instant, notre focus après ceci. Le Grand Angle, focus sur l'actualité. Nos chroniqueurs décryptent à chaud l'actualité nationale et internationale. Le Grand Angle, focus sur l'actualité. Nos chroniqueurs décryptent à chaud l'actualité nationale et internationale.
Le grand angle, focus sur l'actualité. Nos chroniqueurs décryptent à chaud l'actualité nationale et internationale. Le grand angle, focus sur l'actualité. Nos chroniqueurs décryptent à chaud l'actualité nationale et internationale. Le grand angle, focus sur l'actualité. Nos chroniqueurs décryptent à chaud l'actualité nationale et internationale. Le grand angle, focus sur l'actualité. Nos chroniqueurs décryptent à chaud l'actualité nationale et internationale. Le grand angle, focus sur l'actualité. Nos chroniqueurs décryptent... Nous sommes donc de retour sur ce plateau au compte de ce premier numéro de la saison pour l'émission Grand Angle, émission Grand Angle qui vous a beaucoup manqué. On a eu pas mal d'appels des téléspectateurs. Pour le premier focus à l'Imo Soirée, je le disais dans l'intro, il y a eu cette date du 15 septembre pour la reprise des cours préuniversitaires. Et après, le ministère de l'enseignement préuniversitaire a dit finalement c'est le 6 octobre. Est-ce qu'on peut parler d'improvisation? Oui, sinon il y a eu 3 dates pour cette rentrée. D'abord la Réunion, en tout cas selon le compte rendu de la communication du ministère, ils ont dit la rentrée est prévue à la même date que l'année passée, ce qui veut dire que c'était le 25 septembre. Et 2 heures de temps après, on a vu un communiqué qui est signé, nous disant que c'était le 15 septembre. Et finalement, il y a eu des menaces où les gens ont réagi et on a placé des arguments pour dire attention. Les menaces de qui? Les menaces des syndicalistes qui sont au soir de leur pouvoir, des menaces des parents d'élèves qui disaient qu'ils n'étaient pas prêts, et puis même des enseignants qui étaient à l'intérieur parce que c'était une rentrée qui avait été programmée à 2 semaines déjà. Donc tout le monde se disait qu'il n'était pas prêt. Et je pense que le ministère a fait machine arrière et a placé comme argument que les enseignants seront utilisés pour le processus électoral, en tout cas le scrutin du 21 septembre, même si toutefois cet argument ne collait pas, en tout cas moi ne m'a pas convaincu. Mais aujourd'hui, il y a un problème. Le problème c'est quoi? Parce qu'il y a aujourd'hui certaines écoles qui ont commencé les cours, ce qui veut dire qu'en République de Guinée, il faut travailler en profondeur. Qui ont commencé les cours aujourd'hui, 15 septembre. Bien sûr, sur le système éducatif. Oui, parce que vous savez, il y a de ces écoles qui vont dire que nous, c'est régime Gekedou, c'est régime Télémélé. C'est une exception. Mais nous sommes dans la même République, là. Oui, c'est une exception, alors que ce sont les mêmes programmes qu'ils sont en train d'enseigner. Donc, il faut faire beaucoup attention. Les écoles qui ont, par exemple, un régime d'un pays étranger, qui enseignent le programme de ce pays étranger. Mais on ne peut pas commencer, par exemple, le 15 septembre, alors que c'est prévu pour le 6 octobre, et puis dire que nous avons un autre régime. Donc je pense à ce niveau, il faut que le ministère arrive à bien travailler pour ne pas que les gens soient là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Le fait qu'ils ont reporté la rentrée et que ça n'a pas assez impacté la population. D'accord. Idrissa Cissé, est-ce que ce report ne peut pas avoir un impact négatif l'année prochaine? Par exemple, si on annonce encore en septembre, les gens vont dire l'année dernière, on nous a annoncé 15 septembre, ça a été reporté. Est-ce que ce report-là n'est pas finalement calé pour octobre, la reprise des cours en République de Guinée, finalement? Non, on est tous unanimes sur ce point. Après, la question qu'on peut peut-être se poser, c'est est-ce que des fois, quand certains décideurs prennent des décisions, est-ce qu'on les réveille juste pour dire, pour le coup, prenez des décisions? Est-ce qu'ils ont le temps de réfléchir pour savoir quelles décisions nous devons prendre? Parce qu'on le sait tous en Guinée, pour une rentrée scolaire, en tout cas, qui puisse donner un bon résultat, il faut attendre la célébration de la date de l'indépendance. Oui, le 2 octobre. Oui. On est tous habitués à cela. Il faut, quand c'est des décisions qui impliquent toute la nation, ça ne peut pas se faire sans associer toutes les structures qui sont vraiment impliquées dans le processus. On a vu, Alimou l'a souligné, on a vu le SLED qui est monté au créneau pour dire qu'on ne peut pas parler de rentrée scolaire sans associer le mouvement syndical et tout. Oui, quelque part c'est vrai parce que c'est eux qui gèrent les enseignants. On ne peut pas parler de rentrée. Je suis d'accord, hein, les parents d'élèves, nous les parents d'élèves, on n'est jamais prêt. Mais après, on ne peut pas dire à un parent d'élève de préparer une rentrée scolaire connaissant la conjoncture. Oui, au milieu du mois quand même. D'abord au milieu du mois et seulement à 2 semaines. Ça ne peut pas se faire. Il faut prendre, quand on doit prendre des décisions, surtout au niveau du système éducatif, il faut impliquer tous les acteurs qui sont associés. Deuxième point sur lequel je voulais beaucoup plus insister, c'est ce désordre notoire qui circule au niveau du système éducatif. Je me demande après, au niveau de ce ministère, est-ce qu'on a la même mise sur ces fondateurs d'écoles privées? Parce que
certains font ce qu'ils veulent. Oui. Depuis un bon moment, depuis avant le 15 même... Quand tu dis ils font ce qu'ils veulent, en termes de prix ou bien en termes de contenu de programme? Les deux vont ensemble. D'abord au niveau du prix, après on me dira que c'est un secteur privé, les parents d'élèves ne sont pas tenus obligés d'envoyer les enfants là. Dans les écoles. Mais après, par rapport au contenu, c'est le même programme. Tu vas dans n'importe quelle école, on te dira oui, envoyez les enfants pour qu'ils commencent le 15 septembre. Mais en attendant, on attend le programme officiel qui sera donné par le département tutelle. Donc, c'est quoi cette pagaille? Il faut qu'il y ait cette synergie. On ne peut pas être à la tête d'un département et ne pas cerner toutes les structures qui sont au sein de ce département. Je me dis que le ministre, nos décideurs, à un moment, ils doivent savoir quelle décision prendre et comment la prendre pour qu'on puisse au moins, pour qu'on ne puisse pas. Parce que ce qui fait mal aussi, c'est quand des décideurs prennent des décisions, il y a des tollés sur les réseaux sociaux. Après, oui, après on fait machine arrière. On dira oui, c'est parce que après le ministère de la décentralisation a demandé à ce que ces enseignants, mais en attendant de prendre la décision, tout le monde savait que le 21 septembre, on a appelé il aurait eu référendum. Ce n'est même pas l'argument qui est fondé. À l'interne, l'idée et après prendre une décision qui pourra vraiment être de tous les côtés. Ça fait tout compte de la même question. Est-ce qu'à travers cette analyse d'Idrissa, on peut parler d'improvisation pour dire qu'on n'a pas suffisamment mûri la réflexion pour fixer la date au 15 septembre et puis après on s'avise, on dit non, ça ne marche pas, on fait machine arrière? Non, moi je pense qu'on ne parle pas là d'improvisation, c'est quand même un ministère qui est un ministère de l'éducation. C'est quand même un ministère de l'éducation qui a réagi, qui a donné une information aux parents d'élèves, à tout le corps enseignant. Oui. Mais c'est le département qui a dit encore non, maintenant c'est aussi. Oui, je veux juste dire qu'ils ne se sont pas accordés. J'ai l'impression qu'il y a une partie qui n'a pas été saisie de la chose. Et qui est le syndicat, parce que qui a réagi dès après. Ça manquait peut-être une coordination, mais ce n'est pas une improvisation. Le ministère ne peut pas se le permettre. C'est un truc qui a été bien réfléchi. Ils se sont retrouvés autour d'une table et ils ont décidé d'une date. Et la date a été donnée pour information. Sauf qu'il y a une partie qui n'a pas dit oui, qui n'a pas donné son accord par rapport à la date. Donc c'est pourquoi on a vu cette réaction venant des syndicalistes et tout. Et comme ce qu'il a dit, je le rejoins à ce point, il faudrait mûrir la réflexion avant de sortir publiquement. Ça fait que si vous dites comme ça, ça veut dire qu'il y a improvisation. Si on n'a pas mûri la réflexion, ça veut dire qu'il y a improvisation. Il n'y a pas improvisation, c'est tomber sur un claquement. Non, ils se sont retrouvés. Dès lors qu'on se retrouve pour parler d'un truc, c'est pas improvisé ça. C'est pas improvisé. Mais si vous vous rappelez, le ministre tient toujours, depuis fort longtemps, il tient à ce qu'on ouvre au même moment que les autres pays. C'est ça son combat, si vous le remarquez. C'est ça son combat et c'est son argument. Et il le tient. Justement, j'en viens. Sauf qu'on n'a pas les mêmes réalités. Ici, moi, depuis à bas âge, je suis habitué. Si c'est, il ne faut pas qu'on... C'est la rentrée là. Alors, mettons au cours de la semaine, on peut commencer. Mais là, aujourd'hui, on fait pas la faire. C'est la rentrée, il faut qu'on soit... voilà, le public avait soif de nous. Voilà, j'en parlais. Le 15 septembre, il y tenait. Parce que tous les autres pays, disons, rentrent à cette date. Donc, ils voulaient qu'on s'aligne. Pourquoi pas la Guinée? Moi, je le comprends dans sa logique. Mais il faudrait... En octobre, le nombre d'heures exécutées n'est pas le même nombre d'heures que quand on commence en septembre. Mais de l'autre part, il faut aussi tenir compte des raisons, des réalités du pays. Nous, nos réalités ne sont pas égales aux réalités de la Côte d'Ivoire, par exemple. Quand vous parlez des réalités, c'est quelle sorte de réalité financière ou quoi? Pas financier totalement, mais oui, le 15, tout le monde sait qu'en Guinée, un père de famille, le 15, ne peut pas préparer la rentrée de ses enfants. Ça, on est clair. Mais il peut préparer le 6. Le 6, il peut préparer. Parce qu'on est tellement moulé dans ça, on est tellement moulé dans ça que le 15 trouve que pratiquement les salaires sont à plat. Il faut se dire la vérité. Si on doit le faire, il faut peut-être que le ministre dise dans 2 ans, nous allons commencer la rentrée le 15. Là, on se prépare déjà à cela. Dès le 1er septembre, on sait que le 15, mon enfant doit aller à l'école. Donc la scolarité de côté, les fournitures de l'autre côté et tout est calé. Mais vous ne pouvez pas demander aux parents d'élèves à 2 semaines, comme Cissé vient de le dire, faites la rentrée le 15. Et autre chose, nous savons ici que dès qu'on annonce les élections, déjà, on est traumatisé.
on pense à tout ce qui peut arriver. Cette fois-ci, franchement, on est dans l'incertitude. On est dans l'incertitude. Tu ne peux pas laisser ton enfant. Moi, déjà, je l'ai dit. Personnellement, j'ai dit, mais le 21 arrive, le 15, on ouvre. Dans 2 semaines, ce sera le référendum. Qu'est-ce qui nous garantit que nos enfants iront à l'école et revenir? Non, mais si on reprenait le 15, c'est une semaine après. Ah, une semaine? Ben voilà. Parce que les cours reprendraient aujourd'hui. Les élections nous ont tellement... L'organisation des élections, le processus électoral nous a tellement traumatisé en Guinée que quand on dit qu'il y a élection, personne n'emmène son enfant à l'école. Donc déjà ça, c'est autre chose. Moi, je pense que le ministre et tous les acteurs concernés, le département doit... Le département, le syndicat aussi, c'est le même bloc. Tous les acteurs. Tous les acteurs doivent se retrouver, convenir d'une date avant de donner une information publique. Parce que c'est vraiment vilain de donner une date, 2 dates, 3 dates. Et après, le citoyen guinéen est là, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il sait plus ça décrédibilise le ministère en question. Et c'est pas à son avantage. C'est pas beau à voir. Oui. Salut, est-ce que c'est le fait de donner la date à 2 semaines de l'ouverture qui pose problème ou bien le fait que la date soit donnée pour le 15? Non, moi, à mon avis, c'est le fait d'annoncer la date à 2 semaines seulement de l'ouverture. Donc, ce n'est pas le 15 qui pose problème. Pour moi, ce n'est pas la date du 15 qui est le problème. C'est le fait d'annoncer trop juste la rentrée qui est le problème. Parce que tout le monde se plaint en Guinée. On dit que les enfants ne bouclent pas les programmes parce que l'année scolaire dure 9 mois. Mais dans ces 9 mois, il y a les congés, il y a un mois consacré aux examens de fin d'année. Il y a des perturbations aussi qui finalement on se retrouve avec 6 mois, 7 mois. Des fois même, l'année scolaire peut durer seulement 5 mois. Et on veut se comparer aux pays voisins, on peut se comparer aux pays... en termes de qualité des niveaux. En termes de qualité, en termes de niveau, on peut se comparer. Si on ne parvient pas à boucler les programmes, on bâcle les programmes chaque année, à la fin d'année, on dit le taux de réussite aux examens est trop bas. Moi, à mon avis, on pouvait bel et bien ouvrir les classes le 15 octobre, mais le 15 septembre, si et seulement le ministre avait annoncé la date, même avant la fermeture de classe. Personne n'allait être surpris. Mais attendre à 2 semaines, annoncer la date, à mon avis, c'est là où se trouve tout le problème. Maintenant, dire que le ministre a fait machine arrière parce que les syndicalistes ont vivement réagi, à mon avis, ce n'est pas machine arrière, parce que l'argument de l'organisation du référendum, ça tient. Ça tient, ça fait ça ne tient pas, salut. Ça tient. Adiato a dit, non, ça tient. Adiato, non, écoutez, vous ne pouvez pas dire que ça tient, c'est le politique qui gère tout. C'est le politique qui gère tout. En 2020, on a organisé le 20 mars, le 22 mars, on a organisé le référendum. Est-ce que ça a étudié? On avait obligé les enfants de rester à la maison. Oui, on a laissé les enfants pour quelques jours. On a dit aux enfants de rester à la maison. Laisser les enfants pour quelques jours. On a toujours organisé, je pense que c'est en 2010 qu'on a organisé une élection. Ça sert à quoi d'envoyer les enfants une semaine après dans ce pays, par le passé, peut-être on ne va plus. Même pas dans ce pays simplement. Partout dans le monde, c'est le politique qui gère les autres secteurs. C'est le politique qui gère, mais chez nous, c'est vraiment exceptionnel parce que dès qu'on parle d'élection, il y a des petits, il y a des troubles un peu partout. Peut-être on ne va pas vivre ça. On ne va pas dire aux enfants, reprenez le 15 et puis le 21, restez à la maison. Il ne sert à rien. Donc, puisqu'il y a certains acteurs de l'éducation qui sont impliqués dans l'organisation du référendum et que pendant le référendum, il y a des petits soucis, il y a des craintes, vaut mieux attendre le référendum. Après, maintenant, Idrissa, c'est moins pour la psychose. C'est moins pour la psychose que pour l'implication des acteurs de l'éducation dans le processus de référendum. Ça, c'est valable. Je ne suis pas d'accord avec vous. Salut, on a toujours organisé ici des élections. Mais on a toujours dit aux enfants, restez à la maison. On n'a jamais donné, en tout cas à ma connaissance ici, un congé. Parce qu'il y a une élection qu'on est en train d'organiser. Il n'y a pas eu de congé. Non, soirée à oublier. Donc pour vous, le report est dû à quoi? On dit aux enfants rester à la maison. Salut, une minute. Pour moi, le report est dû à quoi? De l'ouverture des classes. Le report est dû à une pression externe et interne de qui? C'est le département, de tous les acteurs. Safi l'a dit ici. Il y a aujourd'hui les syndicalistes, il y a les parents d'élèves, l'association des parents d'élèves. Tout le monde s'est levé. Mais le problème, le seul problème, c'est que Safi a dit ici, c'est que dans notre pays, on ne peut pas se projeter parce que chaque ministre qui
qui vient, il vient avec son programme. Les 3 ministres, Bano est venu, c'était son seul programme, c'était la formation des enseignants. Après lui, Guillaume est venu, son programme, c'était son projet, c'était la réussite des examens. Et lui, il est venu, son combat... Lui, Jean-Paul Seydi, oui. Jean-Paul Seydi est venu, son combat, c'est d'annuler l'examen d'entrée en 7e. Pour le moment, l'examen bien sûr. Maintenant, pour le moment, on l'a passé. Guillaume, On a passé l'examen d'entrée en 7e en 2025. Oui, salut, pour clôturer. Pour clôturer, oui. Ce que je n'ai pas apprécié, on reporte la rentrée au 6 octobre. Maintenant, il y a de ces écoles qui ont vraiment ouvert les portes. Oui. Là, pendant, on a l'impression que le secteur... Alors que les examens se font au même moment. Oui. Donc, on ne donne pas la même chance à tous les enfants. Ils sont en train d'étudier. Ils auront 2 semaines d'avance par rapport à ceux qui vont reprendre le chemin de l'école. Attention. Il y a des écoles qui ont repris aujourd'hui. Il y a des écoles qui ont repris bien avant. Il y a des écoles qui ont repris bien avant. D'accord, ça fait tout. Il faut catégoriser les choses. Oui. Il y a des écoles... Oui, qui ont le système français, ça je n'oublie pas. Le système français, ils ont ouvert depuis début septembre. Oui. Ça, Vous parlez de ces écoles-là, il y a ces écoles, on les connaît. Oui. Et il y a des écoles qui sont en train de faire une mise à niveau. Oui. C'est le cas de plusieurs écoles privées qui n'ont pas proprement commencé les cours. Oui. Les cours commencent et quand vous êtes sur la plateforme des parents d'élèves de l'école de vos enfants, vous verrez, ils l'ont signifié. Ce ne sont pas des cours proprement des cours normaux. Ce ne sont pas des cours normaux, ce sont des remises à niveau. Et c'est se comprend. Quand un enfant reste à la maison 3 mois pendant les vacances, il ne fait que jouer, s'amuser devant l'écran, il a besoin de se ressourcer un peu et se familiariser avec l'outil didactique. Mais pourquoi ils attendent au 15? Il y en a qui ont commencé depuis. Il y en a qui ont commencé depuis. D'accord. Peut-être la bonne question, pourquoi on ne donne pas cette chance à tous les enfants? Ça dépend des écoles. Et ce sont seulement les privés qui le font. Ça dépend des écoles. On doit anéantir. Ça dépend des écoles. Et ce sont seulement les privés qui le font. D'accord. Et je pense que ça dépend des moyens et du calendrier de chaque école. De l'organisation interne des établissements. Ça, c'est particulièrement, ça concerne que les écoles. Et ce sont eux qui savent comment ils le font. Mais c'est pas le 6, c'est le 6. C'est dit et voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire donc par rapport à notre focus. On espère que le 6 octobre, le ministre Jean-Paul Seydi va faire une annonce pour dire qu'en 2026, l'ouverture des classes se fera en septembre. Et comme ça, il n'y aura plus de débat sur le plateau des Grands Angles. Reste à savoir si toutefois elle ne va pas changer de département. S'il change de département, c'est celui qui viendra qui va dire. Oui, mais avec des si, on pourrait mettre Conakry dans une bouteille. Très bien. Moi, je parle des... Au suivant. Voilà donc ce qu'on pouvait dire par rapport à notre focus. Dans un instant, nous allons parler de l'actualité dans notre pays. L'actualité, vous le savez bien, c'est le référendum du 21 septembre prochain. Où en est-on avec les préparatifs? Quel est l'état des lieux dans les communes ici à Conakry, à l'intérieur du pays, dans les régions, les préfectures et les sous-préfectures par rapport à la distribution des cartes? Quelles sont les dispositions techniques prises? On en parle juste après la pub avec notre invité. Pour vos habits de fête et autres cérémonies, plus de difficultés pour le choix de votre boutique. Il existe désormais une boutique de référence à Conakry. Pour vos costumes, chemises, ceintures et chaussures de marque italienne et turque, rendez-vous à la boutique Chérif Aïdara. À la boutique Chérif Aïdara, vous trouverez également des cravates, des nœuds papillons, des foulards de cou, des pochettes, des sandales en cuir, des tapettes et des ensembles d'âmes à prix défiant toute concurrence. La boutique Chérif Aïdara, c'est à Kaloum, quartier Monképa, 5e avenue derrière la DPJ. Pour tout contact, appelez au 626 81 73 43 662 57 11 70. À Chérif Aïdara, le pari des sapeurs est gagné.
retour donc sur ce plateau compte de l'émission Grand Angle, le premier numéro de la saison. Avant d'être face à notre invité pour parler du référendum du 21 septembre, nous allons suivre quelques réactions des téléspectateurs avec vous, Alimou Souaré. Des téléspectateurs qui ont réagi beaucoup. Oui. Salut, je vous kiffe vraiment. Merci à vous. Moi, c'est Lamara Nabari depuis Mambia. Bon retour à vous. Vous nous avez beaucoup manqué. La seule émission qui nous rassemble. Lamarana, vous nous avez manqué. Vous nous avez manqué aussi, Lamarana. Bonsoir. Oui. Retour à vous. La Guinée rentre dans une nouvelle phase de son histoire ce 21 septembre, car on a connu 4 constitutions depuis 1990, à savoir 90, 2001. 2010 et celui de 2020. Cette nouvelle doit avoir une très longue vie maintenant. Le ministre doit fermer ces écoles perturbatrices, augmenter la durée de l'émission. Je demande, ça c'est la question à notre invité, il viendra tout de suite. Oui. Salut les chroniqueurs de Grand Angle, c'est Kamara Mohamed Sama. Pour une précision, ce sont ces écoles françaises qui ont ouvert les portes, pas pour le moment, le système éducatif guinéen. Les restes des messages pour le moment, ni oui, ni non, Grand Angle ne prend pas. Oui, non, là c'est une précision capitale. Il y a un journal de campagne sur la télévision nationale. Si vous voulez donner votre opinion par rapport à la nouvelle constitution qui sera soumise au vote du peuple le 21 septembre, si vous avez un avis à donner, vous viendrez à la télévision, vous enregistrerez dans le journal de la campagne et puis ça passera sur le plateau de Grand Angle. On ne donne pas son opinion. Nous ici, chacun a son opinion, mais on le garde pour nous-mêmes jusqu'au 21 septembre. Dans un instant, face à l'invité, et on va parler justement du référendum du 21 septembre prochain. Face à l'invité. La vérité sans détour. Nos chroniqueurs poussent les portes de l'actualité et interrogent un acteur clé de la vie nationale. Sans tabou ni langue de bois, il répond à toutes les questions, offrant ainsi un éclairage unique sur les grandes préoccupations du moment. Grand Angle, votre tribune de libre expression, vous permet de mieux comprendre les enjeux de société, les défis politiques et les mutations économiques qui façonnent notre pays. Dans le strict respect des lois de la République et de la déontologie journalistique, face à l'invité. La vérité sans détour. Nos chroniqueurs poussent les portes de l'actualité et interrogent un acteur clé de la vie nationale. Sans tabou ni langue de bois, il répond à toutes les questions, offrant ainsi un éclairage unique sur les grandes préoccupations du moment. Grand Angle, votre tribune de libre expression, vous permet de mieux comprendre les enjeux de société, les défis politiques et les mutations économiques qui façonnent notre pays. Dans le strict respect des lois de la République et de la déontologie journalistique, De retour donc sur ce plateau avec notre invité pour parler du référendum du 21 septembre. Vous le savez, le peuple de Guinée est convoqué au scrutin du 21 septembre pour se prononcer sur le projet de nouvelle constitution. Où en est-on avec les préparatifs sur le plan technique et quel est l'état des lieux par rapport aujourd'hui à la distribution des cartes aussi bien à Conakry qu'à l'intérieur du pays? Pour répondre à ces questions, Grand Angle a invité Mme Djenab Touré, directrice générale de la Direction générale des élections. Madame, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bien. Alors, quand on vous parle du 21 septembre, pour vous, c'est un défi ou un honneur? Bon, je pense que pour moi, le 21 septembre n'est plus un défi. Oui. Le défi, il est relevé parce que nous avons les électeurs ont les cartes d'électeurs. Le scrutin n'est pas organisé quand vous dites que le défi est relevé. Pour moi, oui, le défi est relevé parce que le défi n'est pas que le jour du scrutin. Le défi d'abord est organisationnel. Donc à date, tout est mis en œuvre pour permettre aux Guinéens d'aller voter le 21. Ok. Alors, où en est-on aujourd'hui sur le plan technique, votre structure? Quelles sont les dispositions que vous avez prises? Parce que le scrutin, ça se déroule sur toute l'étendue du territoire national de Conakry jusqu'à Youmou. Bon, c'est ce que j'expliquais en termes d'organisation. Nous avons la partie logistique, nous avons la partie administration et tout ça avec un encadrement juridique. À date, nous pouvons réellement rassurer parce que vous êtes aussi des journalistes, vous êtes sur le terrain.
que la distribution des cartes d'électeurs par endroit a atteint 90%. Il y a des localités qui ont fini de distribuer, des districts complètement qui font 100%. Donc aujourd'hui, ce qui reste en termes de distribution des cartes d'électeurs, ça c'est derrière nous. Nous avons aussi les procès-verbaux des bureaux de vote, les fiches de résultats et tout ce qui rentre comme documents sensibles. C'est déjà disponible aussi, les bulletins de vote. Donc le matériel lourd est acheminé depuis plus de 3 semaines. Ils sont aujourd'hui acheminés dans les communes rurales, les communes urbaines également. Même Conakry est servi en termes de matériel et documents. D'accord. Salut. Oui, madame, je reviens sur l'aspect défi. Vous dites que ce n'est pas un défi, mais entre la mise en place de la DGE et le référendum, pour vous, ce n'est pas trop juste. Votre institution vient d'être créée et le 21, vous devez faire votre baptême du feu. Ce n'est pas un défi, ça, pour vous? Bon, je reste persuadée encore que si c'était un défi pour nous, il y a de cela 3 mois, 4 mois, c'était un défi. Mais en termes d'organisation pratique, ce n'est plus un défi pour nous. Parce que tout est mis en œuvre pour que la date se tienne. C'est vrai que la DGE a été mise en place au mois de juin, il n'y a pas très longtemps. Mais il faut comprendre, avant la DGE, moi j'étais déjà directrice nationale des affaires politiques et de l'administration électorale qui, pendant 3 ans, a piloté les préparations sur le terrain, quitte à commencer par les préalables, qui étaient l'actualisation du découpage, la géolocalisation des secteurs, districts dans notre pays, également des places publiques pouvant abriter les bureaux de vote. Ce qui nous a permis d'aller vers une application qui permettait aujourd'hui aux citoyens de choisir son centre de vote et le centre de vote apparaissait sur le récépissé. Le démembrement à l'intérieur du pays, le démembrement? Les démembrements sont mis en place déjà. Vous avez suivi les différents décrets. Les chefs de services communaux sont mis en place également. Ils sont en train de travailler. C'est eux qui sont en train de gérer avec les présidents des délégations spéciales, les présidents des conseils de quartier et de district, la distribution des cartes, en lien avec les commissions administratives de distribution qui ont été mises en place. Je pense qu'il y a eu du travail sur les 3 dernières années. Beaucoup de travail a été fait, sans peut-être faire trop de communication autour, mais il faut reconnaître qu'il y a eu du travail avant la mise en place de la DGE. D'accord. Alors, madame, vous êtes ancienne de la CENI, Commission électorale nationale indépendante. Je pense que ça sera le 5e référendum que nous sommes en train d'y aller, en tout cas voter. Alors, dites-nous, quelle est la nouveauté de ce scrutin? En termes d'organisation. Bon, 5e référendum, vous savez, pour d'abord l'organisation d'un référendum constitutionnel, il faut tenir compte du contexte. Et si je prends le référendum pour le vote de l'indépendance, il y avait son contexte. En 58, 58, il y avait son contexte et il y avait le nombre d'électeurs, 1 500 000 Guinéens déjà. Et vous imaginez aujourd'hui qu'on est à 6 500 000, donc c'est des facteurs qui rentrent en jeu pour parler d'innovation. Donc on est parti d'un bulletin oui ou non à l'époque. Et avec des fiches de résultats, tout était aussi manuel. Et au fur et à mesure, progressivement, on a eu d'autres référendums qui étaient beaucoup plus manuels avec un peu d'informatisation. Mais aujourd'hui, il y a la digitalisation qui rentre en jeu. De par la loi, d'abord, sur les modalités pratiques d'organisation du scrutin référendaire, l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication est autorisée de par la loi, chose qui n'était pas de par le passé. Et donc, vous avez eu aujourd'hui la diaspora, et même ceux qui étaient là, pendant l'affichage, la correction, la vérification et la correction, beaucoup l'ont fait à travers les téléphones, donc à travers une application qui était disponibilisée. Et aujourd'hui, vous pouvez aussi y aller sur juste un lien pour vérifier où se trouve votre carte d'électeur et retrouver votre carte. Peut-être que beaucoup ne savent pas l'utiliser. Sauf que le lien, il bug assez. Hein? On n'a pas assez de temps de nous rendre dans ces centres pour retirer les cartes. Mais quand vous mettez sur ce lien-là, il faut attendre des heures. Madame, le lien ne vous donne pas votre carte. Et le lien ne peut pas faire des heures. On peut pratiquer sur ce plateau. Bug, madame. On peut le reconnaître. C'est l'informatique, c'est lié à la connexion Internet et tout ça.
Ça peut bégayer, c'est normal, ça peut bégayer. Ça, c'est comme toute application qui est endossée quand même, son utilisation est endossée à l'Internet. Même vos téléphones, ça bug parfois quand vous êtes en communication. Non, il faut qu'on rentre, elle le dit, il faut que c'est permettez c'est quand même un problème oui, pour ceux qui n'ont pas le temps de se rendre... Non, madame, vous allez donner une fausse information, je ne suis pas d'avis. On n'a pas dit qu'en faisant le lien, vous allez vous déplacer. Comme vous allez permettre que je termine, s'il vous plaît, c'est vous qui m'avez invité. Permettez que je termine. Le lien ne vous permet pas d'avoir votre carte chez vous. Chacun de vous doit se déplacer, mais le lien vous oriente là où se trouve votre carte, le point de distribution, pour que vous vous rendiez chercher votre carte. Le lien sert à ça, mais ce n'est pas que... Je pense on n'est pas parti. Idrissa, oui. L'un dans l'autre, je crois, je rejoins un peu Safiatou dans sa démarche. Après, quand on parle de digitalisation, c'est vraiment un truc qui nous fait peur dans ce pays. Pour qui connaît le début de la connexion et tout. Madame, pour ceux qui n'ont pas peut-être cette chance à l'intérieur d'être sur les réseaux, de tout comprendre, ou d'avoir un téléphone Android, de pouvoir manipuler, d'avoir la bonne connexion, est-ce que vous pensez que ceux-ci peuvent vraiment avoir des directives pour savoir où se situe justement leur carte d'électeur? Parce que moi, mon cas par exemple, je suis à Kobaya, là où je me suis fait recenser, je suis allé, la distribution n'était pas à ce niveau, il a fallu que je rentre en contact avec le chef de quartier pour me dire non, il y a eu des erreurs, votre carte ne sont plus au niveau de Kobaya, allez au niveau de Kinyifi. Est-ce que toute la population est censée avoir cette information? Oui, madame. Bon, je ne sais pas comment l'émission est cadrée. Je suis vraiment désolé parce que les questions telles que ça vient, on aurait dû expliquer la procédure de distribution. Oui, on a fait une synergie dans cette maison. Les commissions administratives de distribution, je l'ai dit, ils ont été mises en place. C'est présidé soit par le chef de quartier ou un chef de secteur. Et le chef de secteur est le point d'information du citoyen ou le chef de quartier. Donc, quand on a fait les spots aussi qui passent à la télé, dans les radios, on a demandé à tout un chacun de s'informer auprès du chef de secteur ou du chef de quartier pour avoir. Ça n'a rien à voir que on s'est limité à faire de l'informatique ou du digital. Attention. Aujourd'hui, si je sors les statistiques, l'intérieur a presque fini de distribuer. C'est Conakry qui traîne la queue. Hein. C'est pas que donc nos parents à l'intérieur, parfois on a l'impression de dire que ils n'ont pas été à l'école, mais ils sont mieux organisés que nous qui sommes dans les grandes villes. Très bien, mon frère. L'information passe dans les mosquées. Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond à Conakry. L'information passe et les gens retirent. Et il y a même beaucoup d'associations qui nous accompagnent, notamment les plateformes de la société civile, qui mobilisent les citoyens à l'intérieur pour les envoyer vers leur point de retrait des cartes. D'accord. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont dit ici qu'il y a eu le recensement pendant l'année scolaire. Alors aujourd'hui, ils sont dans leur village respectif. Comment eux, ils vont voter? Ils ne pourront pas voter s'ils ne rejoignent pas leur lieu, s'ils ne retirent pas leur carte. Parce qu'il y a le vote par dérogation. Mais le vote par dérogation est principalement fait pour, par exemple, des endroits, comme on le sait, qui n'ont pas d'intellectuels, où on prend les enseignants, des étudiants, pour les envoyer dans un village pour être membres des bureaux de vote. Ils sont au nombre de 5. Parce que le vote, l'origine même du vote par dérogation, dans les pays francophones, vient de là. Quand on n'a pas assez d'intellectuels, on ramène des gens de la grande ville, ils gèrent les bureaux de vote là où il n'y en a pas. Donc, eux, ils votent par dérogation. Et la loi est claire, c'est 10 votes par dérogation. Ensuite, on a 2 agents de sécurité. 10 votes par dérogation par bureau? Par bureau. Par bureau de vote. 10 votes par dérogation par bureau de vote. Donc, ça fait déjà 7 personnes, s'ils ne sont pas de la localité, qui vont voter par dérogation. Ceux qui sont en mission. Ça peut être les missions de supervision, les missions même de la direction générale, qui vont aussi voter, les journalistes, qui vont aussi voter par dérogation. Donc, je pense qu'après cela, dans un bureau, en aucun cas, on ne peut dépasser cela. Donc, pour revenir au cas des étudiants, la question a été bien posée par le ministre de l'Enseignement supérieur, parce que les points de recensement ont été aussi mobiles dans les universités à Conakry, à l'intérieur du pays. Et nous sommes en train de voir quelle va être la solution
par rapport à ces étudiants qui n'ont pas pu récupérer leur carte d'électeur ou qui n'ont pas rejoint le campus pour le moment. Donc, mais au-delà, on ne peut pas faire une ouverture comme ça parce que statistiquement parlant, ça peut aussi négativement ou... Ça peut baisser le taux aussi. Il y a beaucoup d'étudiants, hein, madame. Bon, on verra, patientons, parce qu'on aime toujours dire les choses, c'est beaucoup, mais on ne présente jamais de statistiques réelles. C'est 1000, c'est 200, c'est 300. Il faut quand même qu'on nous dise aujourd'hui quel est le chiffre d'étudiants qui n'ont pas pu récupérer leur carte. Moi, je voulais parler de ces cartes, les cartes de lecteurs. Je ne sais pas si madame est au courant, mais il y a eu assez d'erreurs sur ces cartes de lecteurs. Je ne sais pas ce qui n'a pas marché au niveau de l'impression. Citez-nous des erreurs pour qu'on vous réponde directement. Oui, madame. moi, par exemple, j'ai ma carte où c'est écrit né, où c'est né, on dit à l'hôpital. Ah non, ce n'est pas une erreur. Bon, je ne sais pas ce qui n'a pas marché. C'est pas une erreur. Dites une autre erreur encore. Non, on veut citer, elle a dit beaucoup. Madame, moi, je veux qu'on soit précise. On a eu assez de remontées d'informations. Donnez une deuxième erreur. Parce que non, écoute-moi. Je veux qu'on soit précis. Parce qu'il y a des collègues ici même. Il y a des collègues ici même. Je ne sais pas si vous connaissez Condé du service sport. Là où c'est né, lui, elle aussi, sur sa carte, je crois, c'est né à la maison. Je dis, madame, non, je ne vais pas répondre. Parce que vous avez dit il y a beaucoup. Vous savez, vous êtes des journalistes. Vous êtes habités à donner de la bonne information aux citoyens. Et en plus, c'est la vitrine de ce pays qui m'invite, c'est la RTG. Madame ne peut pas dire qu'il y a beaucoup et se limiter au lieu de naissance. Madame, allez-y. Donnez-moi 5 erreurs. Comme ça, le beaucoup va être là. Écoutez, madame, vous êtes intellectuelle, je suis intellectuelle. Allez-y, continuez à citer les erreurs. S'il vous plaît. Je ne suis pas. Ne vous énervez pas. Écoutez, je ne peux pas l'inventer. Je ne peux pas l'inventer. Vous n'inventez pas, mais citez. Madame aurait dû, puisqu'elle a eu les remontées, avoir la liste des erreurs, des remontées et posées sur cette table. Vous savez bien qu'il y a eu des erreurs sur ces cartes. Vous l'avez vu, vous savez. Il y a tellement de remontées. Citez-les. David. Mais qu'elle cite, elle ne s'arrête pas à un lieu de naissance. Je ne suis pas d'avis. Qu'elle cite un lieu de naissance, qu'elle ne donne pas d'autres erreurs. C'est pas une erreur. C'est pas une erreur. Non, continuez à citer. Elle cite, je ne suis pas d'avis. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a beaucoup d'erreurs, vous ne n'arrivez même pas à aller à 2. Beaucoup commencent par 3, 5. Madame cite, allez-y, donnez. Moi, je veux que vous donnez. Madame dit que ce n'est pas une erreur, je le conseille. On va avancer. Non, qu'elle continue de citer les erreurs. Parce qu'elle a eu des remontées, qu'elle continue de citer les erreurs. Madame, s'il vous plaît, est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir une idée sur le niveau de retrait de ces cartes? Ça, c'est la première question. Non, alors, je ne suis pas d'avis. Je ne vais pas bouger parce que ça, Madame Safi dit qu'il y a eu beaucoup d'erreurs. Madame Safi s'arrête au lieu de naissance. Madame Safi doit continuer à citer les erreurs pour qu'on réponde. Je ne suis pas d'avis. Ça, je ne suis pas d'avis. Elle est journaliste. Elle ne peut pas s'asseoir à la télévision nationale publique qu'il y a eu beaucoup d'erreurs sans remonter l'ensemble des erreurs. On va évoluer. Sur certaines cartes, par exemple, donnez-nous les erreurs. Donnez-nous les erreurs. Vous avez dit lieu de naissance, je dis non. Donnez les erreurs. Je ne suis pas venu ici pour dire qu'il y a beaucoup de apporter les preuves. Madame la DG, on va évoluer, s'il vous plaît, pour les téléspectateurs. Je ne suis pas d'avis. Je ne suis pas d'avis que madame nous apporte. Elle a dit lieu de naissance. Deuxième erreur que madame cite. Madame, par exemple, né à la maison, c'est un registre population en lien avec l'état civil. Juste un exemple, madame. C'est clair. Sur certaines cartes, par exemple, Idrissa, vous permettez. Si vous donnez, on va répondre. Voilà, sur certaines cartes, par exemple. Je ne suis très calme. Je ne suis pas d'avis que les blogueurs soient au même niveau que les journalistes. Ça, je ne suis pas d'avis. Parce que tout le monde sait aujourd'hui qu'avec l'intelligence artificielle, on fait des choses. Je suis d'accord. Donnez-moi mon téléphone, je vous sors des cartes que nous, on nous a ramenées pour dire que c'est des erreurs. C'est des trucs truqués. Donnez-moi mon téléphone, je ne suis pas d'avis. Allez-y. Sur certaines cartes, par exemple, comme elle a dit, il est écrit carrément dans des lieux de naissance, né à l'hôpital. Et sur d'autres cartes, par exemple, profession,
J'ai vu par exemple, je ne sais pas si c'est une manipulation, vous avez parlé d'intelligence artificielle, mais on a dit mécanicien. Amenez-moi mon téléphone, madame, je vais demander. Non, on ne va pas évoluer. Vous savez, c'est ici le lieu de clarifier. J'ai fait une émission, je veux qu'on me donne parce que je vais vous montrer sur ce plateau. C'est clair. Là où vous parlez. Allez-y, mais c'est parce que vous n'avez pas pu donner, vous avez dit beaucoup. Vous qualifiez sans pouvoir aller à deux. Vous êtes juste accroché à la commission. Nous vous passons l'information que nous avons. Madame la directrice, en attendant que le téléphone arrive, on va évoluer parce que les téléspectateurs nous suivent, on est là pour eux. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée sur le niveau de retrait des cartes? Ça, c'est la première question. La deuxième, on a appris que hier, le matériel sensible est arrivé. On est à quelques jours du scrutin. Dites-nous comment comptez-vous, dans ce délai-là, acheminer ce matériel avant le 21? Non, on ne va pas dévoiler ici la stratégie d'acheminement du matériel hautement sensible, mais ils seront dans les bureaux de vote le jour J. Okay. Par rapport au retrait, est-ce qu'on est en avance ou bien on est en retard? J'ai commencé par dire qu'il y a des districts qui sont arrivés déjà à 80%, il y en a qui ont fait 100%, il y a des préfectures qui sont au-delà de 90% déjà. Alors, ce n'est pas les mêmes taux. Quand il y a une élection, il y a souvent deux camps. Et ici, c'est le oui et le non. Dites-nous en termes de crédibilité, comment le non sera représenté dans le bureau de vote? Ou bien, les agents de bureau de vote, comment vous les avez choisis? Bon, ce n'est pas une élection politique. Ça, je vous dis. Ce que vous parlez, c'est une élection politique. Donc, ce n'est pas une élection politique. C'est une élection citoyenne pour l'adoption d'un projet de constitution. Les camps qui sont pour ou qui ne sont pas pour sont choisis, tirés au sort par la HAC et ils passent dans les médias publics pour débattre, pour défendre. Les autres mènent des campagnes dans les localités telles qu'ils le souhaitent, pour ceux qui sont pour le oui et ceux qui sont contre. Donc, mais cela ne se joue pas dans un bureau de vote. On va attendre l'élection présidentielle ou les législatives, c'est là où les représentativités par observateurs, par délégués des candidats, va se jouer. Alors, quel est le critère de choix des agents? Les critères sont définis dans la loi. Peut-être que vous ne l'avez pas lu. Aujourd'hui, c'est les présidents de conseils de quartier qui vont désigner les assesseurs, le président de PDS qui désigne le second assesseur et le reste sont choisis. C'est les magistrats qui vont présider les CACV et les bureaux de vote sont choisis par les démembrements de la DGE. D'accord. Alors, vous avez dit tout à l'heure que le taux de pourcentage pour le retrait des cartes, dans certaines localités, on est déjà à 100%, d'autres on est à 80-95%. Est-ce que les autres localités où le retrait est faible, on peut connaître ces localités? Le retrait est faible à Conakry, je vous dis. Simplement à Conakry. Les préfectures, il n'y a aucune préfecture sur les 33 qui n'a pas dépassé la barre de 70%. Par exemple, le cas de Conakry, est-ce que vous savez pourquoi peut-être des citoyens ne sont pas allés chercher des cartes d'électeurs? Plus ou moins. Ce n'est pas que les citoyens ne partent pas, mais ce que nous, en tout cas, on a constaté c'est que premièrement, au départ, il y a eu un peu de pagaille dans les commissions. Les gens ne voulaient pas patienter. Et deuxièmement, on a même fait un communiqué dans ce sens. Et chacun venait et mettait sa main dedans, ça décourageait. Et les cadres qui venaient, ou en tout cas des commerçantes ou des femmes, n'ont pas la patience de faire la queue et d'aller. Donc ils vont vaguer à leur affaire. Quand ils viennent le soir, 18h, la commission a fermé. Mais cela aujourd'hui est en phase d'être réglé parce que nous avons fait un communiqué de rappel, nous avons eu une réunion avec nos directeurs communaux à Conakry et même Madame la gouverneure s'est impliquée aussi pour que il y a eu le minimum d'organisation, que les critères qui ont été définis soient respectés. Donc c'est ce qu'on est en train de faire et aujourd'hui ça permet librement d'aller. Et vous pouvez vous-même faire un tour dans ces points de distribution pour tâter, voir. Parce qu'on a envoyé nos reporters qui sont... Ils nous ont ramené. Alors, le 21 septembre, après le scrutin à 18h00, combien de temps ça prendrait pour la centralisation et la publication des résultats, vu le dispositif technique que vous avez déjà déployé? Compte tenu de l'utilisation du numérique surtout. Non, les centralisations se feront dans les communes urbaines et communes rurales. Ça pourrait prendre combien de temps par exemple? C'est beaucoup plus décentralisé et nous espérons que dans les 48 heures qui suivent, on peut proclamer, nous espérons vraiment. Nous sommes en train de mettre les bouchées doubles pour faire cela. D'accord. Alimo, est-ce qu'il y a la réaction des téléspectateurs avant Beaucoup plus, oui, également. Ce sont les mêmes
téléspectateurs qui reviennent sur les erreurs constatées au niveau des cartes. Également, c'est Camara Mohamed Sana, deuxième erreur au niveau des cartes des lecteurs. On a vu dans certaines cartes un homme s'écrit sexe féminin. Demandez à madame si elle a constaté ça. Donc, également, je vous rejoins pour dire que le défi est déjà relevé. C'est quelqu'un qui apprécie quelle est la vision stratégique du référendum. Merci à vous, Fodé Camara, depuis Kakberin. Je n'ai pas trouvé ma carte, madame. Merci à vous également. Du côté du Bessia également, mon nom, je n'ai pas retrouvé mon nom sur la carte. Il n'y a pas de travail parfait. Ce n'est pas qu'on vient sur ce plateau pour ne pas reconnaître. Mais ce qui se passe aujourd'hui, si on m'avait permis de vous montrer, parce qu'on a analysé, on a un laboratoire, c'est de l'intelligence artificielle. Il n'y a pas mécanicien d'avion, même dans l'application. On ne peut pas se permettre de mettre profession mécanicien. Lors de la saisie, quand vous passez devant les opérateurs... Vous faites bien d'apporter la précision. Non, merci. Non, j'en viens. Je veux que madame ne m'interrompe pas. Pourtant, je n'ai pas parlé, madame. Je veux qu'elle me laisse aller au bout. Parce que l'information que vous donnez là. Il n'y a pas de rappeur du quartier comme métier. Nous, on part sur les métiers, le corps de métier qui existe au niveau de la fonction publique. N'est-ce pas? On rajoute à cela des métiers qui n'existent pas. Il y avait des métiers absents. Ça, il faut le reconnaître. Par exemple, on a arrêté à un moment donné le recensement parce qu'il y avait l'imam, il n'y avait pas le prêtre. N'est-ce pas? Ça, c'est des profession erreurs. Imam, il n'y avait pas profession prêtre. Il n'y avait pas profession prêtre. On a quand même passé à la sensibilisation en forêt pour que les gens acceptent que pendant la correction, on va déployer les machines pour corriger cela. D'accord. Et les professions manquantes qui étaient ont été corrigées avant les 15 jours qui ont servi à la correction. La personne qui saisit vos données, vos informations, peut se tromper. Il voit en face, il a pris la photo. Vous êtes une femme, il met homme. Il y a eu ces plaintes à notre niveau. Seulement, on avait demandé aux gens, attendez, quand la période de correction va arriver, vous allez passer pour corriger. Et beaucoup n'ont pas pu le faire, d'autres l'ont fait. Parce qu'il y a eu quand même 1,5 million de corrections apportées sur 6 millions. Mais tout le monde n'a pas eu le temps d'aller dans le quartier encore pour aller. Les gens n'ont même pas eu le temps, pratiquement à Conakry, pour aller regarder l'affichage. Les gens n'ont pas eu le temps. C'est passé et beaucoup ne l'ont pas fait. Si vous regardez les 1,5 million dont je parle, les 80% c'est à l'intérieur du pays où il y a eu les corrections. Les 20% c'est Conakry. Donc ça veut dire qu'à Conakry, le taux de correction demandé n'a pas été sur le nom. Maintenant, je reviens sur la date de naissance. Encore une fois, c'est pas... Et le lieu. Beaucoup sont à l'hôpital. C'est pas un recensement électoral. D'accord. C'est un registre population qui se met en place, qu'on a appelé Registre national des personnes physiques. C'est un recensement administratif à vocation d'état civil. Et la vocation d'état civil veut qu'on détermine si vous êtes né à l'hôpital, à la maison ou quoi. Mais cela n'enlève en rien votre mandat d'être électeur. Ça ne vous empêche pas. Mais c'est un recensement administratif à vocation d'état civil. Et l'état civil, dans les statistiques, cherche à comprendre les naissances qui interviennent dans les structures sanitaires, les naissances qui interviennent dans les hôpitaux, les naissances qui interviennent dans les maisons. D'accord. Vous voyez? Parce que ces statistiques servent aussi à la santé. Bien sûr. C'est pour cela qu'il y a même une interopérabilité et que les agents de santé sont des auxiliaires de l'état civil, d'agents d'état civil. Ils peuvent même procéder eux-mêmes aux déclarations et aux notifications des naissances. Mais ça permet, sous un autre angle, de définir le taux moyen de naissance dans les structures sanitaires, postes de santé, centres de santé, hôpital, le taux moyen des naissances enregistrées dans les maisons. On n'est pas dans un registre électoral, mais ça ne nous empêche pas d'aller voter quand on dit que vous êtes né à domicile. Parce qu'on vous a posé la question. Quand les agents, vous êtes né où? Vous êtes né à l'hôpital quand c'est absent sur votre acte de naissance. Quand c'est présent sur votre acte de naissance, parce que c'est l'acte de naissance, on met poste de santé, centre de santé, hôpital. C'est ce qui est reporté dans le fichier. Alors, et votre acte est numérisé. Acte de naissance est joint à vos données. Si vous permettez, la question de M. Barry Lamarana depuis Mambia, Mme Touré, nous à Mambia, on est à 95%. Le plus grand problème chez nous ici, les bureaux de vote sont très loin, à 12 km de la sous-préfecture.
Bon, l'éloignement des bureaux de vote. Mambia, c'est un cas spécifique comme à Mazantan aussi. Hein. Okay. Vous savez, le déplacement permanent de l'habitat, recherche, bon, on va pas rentrer dans ces détails sociologiques, mais les gens sont groupés parfois. Mais sauf que là où les gens vont se mettre en campement, ils ne sont pas un secteur. Okay. Et le plus petit niveau de découpage, c'est le secteur. Mais le plus souvent, si les gens s'éloignent du secteur, parce qu'ils font de l'agriculture là-bas, ils viennent se regrouper. Tant que l'État n'érige pas ce campement ou ce hameau en secteur, dans le découpage, il est très difficile de le prendre. Donc on est obligé de le rattacher à son chef-lieu de secteur. Et parfois, il peut être distant. Mais ces questions-là, pratiques de vote, sont en train d'être résolues. Le cas de Mambia, le cas de Massantan, à Lelouma, à Koubia, ainsi de suite. Et même à Sangaredi, pas loin de nous. Les gens qui habitent dans les Boé, mais qui, dans le découpage, leur Boé n'est pas un secteur. Ils sont rattachés à un secteur. Donc, obligatoirement, voilà, vous êtes obligé de les garder à l'intérieur de ce secteur. Voilà donc ce qu'on pouvait dire avec notre invité par rapport aux préparatifs concernant le scrutin du 21 septembre prochain. Dans un instant, on passe à la rubrique « Ça se dit ». Ça se dit. L'invité à votre écoute. Les téléspectateurs de Grand Angle ont la parole. Les chroniqueurs relèvent vos questions et les posent à l'invité sans filtre. Parcours, vie personnelle, domaine d'intervention, rien n'est tabou. De retour donc sur ce plateau au compte de la rubrique Ça se dit. Alors, madame, je vais vous expliquer un peu c'est quoi la rubrique Ça se dit. On vous rapporte les propos des téléspectateurs par rapport à ce que votre structure est en train de faire, par rapport à ce qu'ils constatent sur le terrain. Et après, on vous laissera le temps de réagir par rapport à ces opinions qu'ils développent des fois, les téléspectateurs. On peut y aller? D'accord. Idrissa, ça se dit. Oui, peut-être la petite précision, peut-être elle n'est pas obligée de répondre à la question, vu que... Voilà. Madame, ça se dit qu'au niveau de votre direction, que vous êtes juste figurant et que les grandes décisions par rapport à ce qui va se passer dans les urnes seront décidées ailleurs. Bon, est-ce que c'est une nouveauté pour ce pays? J'ai été membre du Haut Conseil aux affaires électorales qui n'avait qu'un rôle de superviseur, c'est l'administration du territoire qui organisait. Ça a toujours été dit comme ça. Ce n'est pas de nouveauté pour moi. Dire que ça va se décider ailleurs, c'est le citoyen qui vote. Et si c'était une élection politique, j'aurais dit que les politiques ont compris, parce que beaucoup déployaient des délégués, des observateurs dans le bureau de vote pour comprendre. Donc, si les décisions sont déjà prises ailleurs, mais c'est toujours ce qu'on dit depuis 60 ans. Est-ce que vous entendez plus souvent? Depuis 60 ans, c'est les mêmes cris. Hein. Depuis qu'on est indépendant. Ali Moussouari. Ça se dit, madame, que parmi tous les anciens membres de la CENI, vous êtes la seule à être ressuscitée. Excusez-moi, ressuscitée, donc ce qui veut dire que vous avez déjà un bras droit au niveau de l'administration. Je suis fonctionnaire de l'État. Je représentais le ministère de l'administration du territoire au sein de la CENI. Vous étiez la seule du ministère de l'administration? Nous étions 3 d'abord. Ensuite, la dernière loi a coupé pour réduire 2. Nous sommes restés 2. Et celui qui me secondait est retraité aujourd'hui. Et je me retrouve là toute seule. En termes d'expertise, tous les autres sont retraités ou décédés. Peut-être c'est ça la chance. Mais si je suis ressuscité, c'est parce que c'est un fonctionnaire qui travaillait. Et en action. Et en action toujours. Ah oui, salut. Ça se dit qu'une CENI technique était mieux pour la Guinée. Bon, c'est ce qui est prévu dans la Constitution. C'est un organe technique indépendant. Donc allons-y. Il n'y a pas de politique. La DG n'est pas... La Constitution ne prévoit pas une commission politique. C'est clairement dit organe technique indépendant. Donc on finit par ça finalement. Donc la DG, sa durée de vie est déterminée. Bon, je ne suis pas juriste, je ne suis pas constitutionnaliste, au-delà même de ne pas être juriste. Je ne pourrais pas répondre à cette question. Je pense qu'il faut le poser aux législateurs. Vous aurez une meilleure réponse. Merci. Ok, Safiatou, ça se dit. Ça se dit que la DGI n'a pas eu assez de temps de préparation. C'est pourquoi il y a eu des difficultés. Je ne veux pas dire erreur. Je ne veux pas que madame, des difficultés à votre niveau. Bon, est-ce qu'on est en difficulté réellement?
Oui, parce que nous voyons sur, on n'est pas en sur certaines cartes. On n'est pas en difficulté, j'avoue. Peut-être que jusqu'à présent, la majorité des Guinéens ne sont pas en train de comprendre que le fichier électoral est issu du registre population sur la base d'un recensement administratif à vocation d'état civil. Je crois que l'effort que nous devrions faire, nous, administration, c'est d'expliquer ce processus PENRAVEC aux citoyens guinéens pour qu'ils comprennent. Mais nous ne sommes pas en difficulté pour le moment. D'accord. Excusez-moi, ça se dit, il y a deux toutes petites questions. Une question qui nous vient de Bessiaport ici. Dit nous sommes 20 personnes qui n'ont pas leur carte d'électeur. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Et la deuxième question qui nous vient de Lyon en France, ne marche pas votre numéro. Je voulais savoir où nous allons voter. Bon, où ils vont voter revient à la commission d'ambassade qui est mise en place. En France? En France, okay. Qui a fait le recensement, qui a reçu déjà tout le matériel et les cartes. Donc l'implantation des bureaux dans les ambassades ne relève pas directement ce pouvoir-là. Il est délégué à la commission d'ambassade qui est mise en place depuis. Donc lui, il peut prendre attache avec l'ambassade. Voilà. Ok. Voilà. Et celui de Bessia? Ils sont chercher sa carte d'électeur. Il a raison et peut-être qu'il faut indiquer aux citoyens. Il a insisté, parce que pourquoi on a lu ça. Peut-être ça passe vite, mais lorsque les gens s'enrôlaient, on vous demandait où vous voulez voter. Le centre le plus proche. Souvent, il y a des gens qui ont donné des noms et ils ont les récépissés. S'ils ont les récépissés, ils peuvent s'approcher du chef de quartier ou de la commission administrative qui vont les aider à orienter pour trouver leur carte. Moi, je viens de le faire pour des autorités parce qu'ils ne retrouvaient pas. Je vois que l'une est en Bessia, je vois qu'un autre, pendant l'enrôlement, il a voulu... Certainement, il s'était inscrit pour une première fois à Dixine. Il s'est inscrit une deuxième fois dans son village. C'est la dernière inscription de son village, donc sa carte est au village. Donc, mais ça permet, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, quand vous vous connectez, pour savoir où est-ce que finalement votre carte est allée. D'accord. Alors, le dernier, il y a beaucoup de... Le dernier a dit, Madame la directrice, aidez les étudiants à voter. D'accord, je prends bonne note. Merci. Alors, avant de boucler, vous allez regarder la caméra, vous allez vous adresser à tous ceux qui sont appelés le 21 septembre à aller voter, quelle que soit leur opinion. Merci beaucoup. Chers compatriotes, je vous invite à sortir massivement pour aller voter le 21 septembre, que vous soyez d'accord pour l'adoption de ce projet de nouvelle constitution, que vous soyez contre, il faut l'exprimer dans les urnes et le faire avec la quiétude sociale, la paix, et aussi de façon à ce que votre voix compte. Parce que ce soit le oui ou le non, votre voix doit compter. Je vous remercie. Merci. Merci à vous quatre d'être venus sur ce plateau. Merci à vous. Vos analyses et vos commentaires. Ça n'est fini pour ce premier numéro de la saison de Grand Angle. Grand merci à l'équipe mobilisée autour de Alkali Mohamed Keita qui a donc assuré la réalisation. Merci aux ingénieurs de son. Ce fut un plaisir pour nous de vous retrouver. Dieu voulant, on vous retrouve demain pour un autre numéro de Grand Angle. Portez-vous bien en compagnie des programmes de la télévision nationale. Vous nous suivez à l'étranger, visitez notre pays. La Guinée est un scandale géologique, mais aussi et surtout un scandale socio-culturel. Portez-vous bien. Ciao.